Bonjour Franck, Bonjour. content de t'avoir sur ce podcast, sur Je bosse en grande distribution. On va parler durant cet épisode du gaspillage alimentaire, sujet qui a priori est mature en grande distribution, même s'il y a encore beaucoup à faire. On va faire un grand tour déjà sur le contexte juridique avec la loi Garot qu'on connaît bien, la loi AGEC aussi de 2020. On va parler des différentes actions à mettre en place en point de vente, qui sont assez nombreuses et qui sont assez efficaces aussi pour les magasins qui vont nous écouter durant cet épisode. On va parler des aspects économiques, écologiques, sociaux pour les dirigeants qui vont nous écouter également. Et on parlera enfin en dernier chapitre du label anti-gaspi qui est né en février-mars 2023, pardon, Oui. Et qui peut changer un peu la donne aussi avec un système de labellisation à 3 niveaux pour mesurer l'exemplarité de la grande distribution sur le terrain du gaspillage alimentaire. Première question de contexte, Franck, assez simple. Est-ce que tu peux te présenter? Je crois que tu as commencé chez Phoenix en 2016. Ouais. Donc je pense que tu connais un rayon sur le gaspillage alimentaire en grande distribution. Ouais, donc comme tu le dis, moi je suis arrivé en 2016, ça fait 8 ans que je travaille chez Phoenix, je suis maintenant directeur des opérations, et donc ça fait 8 ans qu'on accompagne la grande distribution, pas que, mais beaucoup la grande distribution, sur les problématiques d'invendus et de valorisation des invendus, et de lutte contre le gaspillage alimentaire et non alimentaire. Donc moi j'avais reçu Jean Moreau il y a 2-3 ans, je crois que c'était le premier invité du podcast. Ça ne me rajeunit pas, ça fait quelques temps maintenant. C'est quoi ton rôle par rapport à lui? T'es Ouais. pas associé de Phoenix? Non, je ne suis pas associé de Phoenix, mais Jean est sur la partie stratégique et moi je vais mettre en place et en exécution les directives opérationnelles, quoi. C'est-à-dire que on est répartis dans toute la France et on est à La Réunion, on est en Espagne, au Portugal, et moi je vais animer sur le terrain tous nos coachs qui aident la grande distribution, qui aident l'industrie agro, qui aident aussi les commerces de proximité à ne pas gaspiller et à valoriser leurs invendus. Donc directeur des opérations, mais quand tu as commencé en 2016, tu étais à quel niveau? Tu étais déjà bien sur le terrain? Tu étais en contact avec les magasins? J'étais, comme on dit, les pieds sur le carrelage en Ouais. 2016. J'ai commencé ici à Nantes Ouais. et mes premières expériences ont été d'accompagner très concrètement les magasins dans leur lutte contre le gaspillage. Donc, ce qui m'a permis de voir l'évolution de la grande distribution en 8 ans maintenant, de voir des choses qui ont bien fonctionné et finalement tout ce qu'on a réussi à mettre en place au fur et à mesure pour arriver à des résultats hyper intéressants de magasins qui ne jetaient presque plus rien et qui arrivaient à tout revaloriser, quoi. En parlant d'évolution, alors Phoenix est né un peu plus tôt, je crois en 2012-2013, il me semble. 2014, ouais. 2014, ouais. Attention aux idées reçues, hein, la grande distribution faisait déjà des efforts avant sur le gaspillage alimentaire. Je l'ai connu moi, en 2009-2010 déjà, Oui. avant que les premières startups arrivent. Évidemment, vous avez structuré cet accompagnement. Une des premières choses qui a changé, c'est la loi Garot de 2016. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire en 2016? Qu'est-ce qui a vraiment changé à ce moment-là? Alors, 2016, la loi Garot, elle dit quoi? Elle dit qu'elle interdit la destruction des produits encore consommables, des produits alimentaires, pour toutes les surfaces de plus de 400 mètres carrés. Globalement, il y avait déjà, comme tu le dis, beaucoup de commerces qui faisaient déjà du don. Donc, ce n'est pas une révolution en soi. Par contre, ça apporte un grand coup de projecteur. Ouais. Et ce qui fait que ceux qui avaient été un petit peu en retard par rapport à ça ont été obligés de s'y mettre et ont été obligés de se rapprocher d'acteurs comme nous pour les accompagner dans la démarche. Donc, le gros avantage de cette loi Garot de 2016, c'est de mettre un coup de projecteur sur le gaspillage alimentaire et de mettre fin à certaines pratiques qui pouvaient persister ci et là et qui étaient marginales, mais de mettre par exemple de la javel sur des produits qui étaient encore propres à la consommation. Et donc qui punit encore par une amende si on constate la destruction de produits encore comestibles. Ouais, la loi Garot aussi, elle hiérarchise les actions à mener, hein. On y reviendra dans le deuxième chapitre, pardon. Est-ce qu'il faut mieux commander? Est-ce qu'il faut donner aux associations? Est-ce qu'il faut faire des paniers anti-gaspi? Ouais. La loi Garot aussi servi à ça. Ouais, la loi Garot, elle dit en fait la hiérarchie dans le traitement de l'invendu. Donc le premier, c'est la vente en date courte. Après, c'est le don aux associations. Après, ça va être le don à l'alimentation animale. Et en dernier recours, la méthanisation. Donc voilà. Donc pour se dire dans quel ordre il faut faire les choses finalement pour que ça soit le plus vertueux. Et cette loi Garot, elle a facilité aussi votre relation avec les enseignes, les magasins.
qui vous ont tout de suite fait confiance finalement, parce qu'ils n'avaient pas forcément les solutions internes pour le mener, et vous étiez là pour ça. C'est ça. Nous, on existait depuis 2014, donc on avait déjà 2 ans. Alors, on était une jeune entreprise, mais un petit peu d'expérience. Et le bouche à oreille a fait qu'en 2016, ça nous a permis de prendre la rampe et de décoller parce qu'il y avait ce besoin-là, côté grande distribution, de se structurer sur ce sujet, quoi. En termes de chiffres, alors, j'aime bien les rappeler, même si c'est toujours difficile d'attribuer à qui est la responsabilité. C'est 9 millions de tonnes de produits alimentaires gaspillés chaque année, selon l'ADEME, ce qui est assez impressionnant. Et une perte commerciale de 16 milliards d'euros par an pour les acteurs de la GMS. Et ça représente 3% des émissions nationales de CO2 sur la même période. Ouais. C'est tous les gaspillages mis bout à bout représentent quand même une part très conséquente. La difficulté du problème, c'est qu'il est dilué et que la majeure partie du gaspillage aujourd'hui se retrouve encore chez le consommateur. Bien sûr. Mais il n'empêche que chaque échelon de la chaîne a des efforts à faire pour être plus vertueux. On a l'habitude de dire un chiffre qui est encore plus global, mais qui est encore plus impactant, c'est qu'un tiers de la production mondiale est jetée chaque année, quoi. Ce qui paraît faramineux, en fait, quoi. Et quand on sait qu'il y a certains produits qui prennent le bateau pour traverser les océans, pour certains, finir dans des poubelles, quoi. Donc il y a vraiment à travailler sur chaque échelon pour rendre chaque échelon plus vertueux et trouver des solutions. Et c'est des solutions qui sont très pragmatiques, en fait, quoi. Et ce qui est drôle, c'est qu'on donne un chiffre. Et je crois que je lisais des commentaires sur LinkedIn sur le sujet, des dirigeants qui disaient on se scandalise effectivement pour ces chiffres qui sont impressionnants. Quand on parle de milliards, effectivement, on n'a pas de référentiel. Mais ça se trouve, à l'époque, ils le faisaient tout autant. Et pourtant, ça scandalisait moins. Mais bien sûr. Je pense que quand on discute un petit peu avec des directeurs, des adhérents de grandes distries, ils nous disent qu'il y a 20-30 ans, les poubelles étaient encore beaucoup plus remplies que ça. Il y avait encore beaucoup plus d'abondance, en quelque sorte. Le terme est à la mode. Et qu'aujourd'hui, tout le monde fait un peu plus attention, fait plus attention à la manière en grande distrie dont il gère, il traite sa casse. En 2016, en 2014, quand on est arrivé, la façon de gérer la casse n'était pas forcément la priorité, en fait. La priorité de la grande distribution, et qui encore, c'est normal, c'était de vendre. Et peu importe, et on ne regardait pas la casse. Ça représentait 1-2%, peu importe, en fait. Quoi. Si on suit l'évolution, il y a eu la loi Garot, effectivement, en 2016. Il y a eu la loi AGEC en 2020. Ouais. Je pensais que c'était un peu plus récent, mais c'est 2020. Une loi qui se décline en 5 objectifs. Donc, il y a le gaspillage alimentaire, effectivement, mais on sort du gaspillage, on parle aussi du plastique, on parle aussi de l'information auprès des consommateurs. Elle introduit aussi un peu la consigne en ce moment qui devient un peu un sujet tendance. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, la loi AGEC ? La loi AGEC, elle va encore plus loin que la loi Garot. La loi AGEC a dit déjà, on ne regarde pas que la partie alimentaire, on regarde la partie non alimentaire, parce que les lois aussi font écho à certains scandales. Là, on se souvient des invendus d'Amazon qui étaient jetés alors qu'ils étaient parfaitement utilisables. Donc alimentaire et non alimentaire, et ça ouvre aussi à d'autres secteurs. C'est-à-dire qu'on avait le gaspillage, c'est très associé à la grande distribution, alors qu'on voit que c'est une partie, mais c'est pas finalement la plus grande partie. Et là, l'idée, c'était de dire, aussi l'industrie agroalimentaire est concernée, aussi les grossistes sont concernés, la restauration hors foyer est concernée aussi. Tout le monde doit faire un effort sur la partie gaspillage, quoi. Et ça a changé quoi pour vous concrètement ? Ça a donné un petit coup de projecteur supplémentaire ou... C'est toujours pareil, c'est que ça apporte alors déjà certaines contraintes réglementaires. Les acteurs doivent mettre en place certains process à l'intérieur de chez eux pour prouver qu'ils travaillent bien contre le gaspillage. Et puis, chaque texte réglementaire est l'occasion d'en parler, est l'occasion de faire un petit peu de bruit. Et puis, ceux qui ne sont pas encore dans le mouvement, ça permet aussi de les mettre un peu plus en mouvement, quoi. Et là, on est toujours sur les magasins de 400 mètres carrés minimum ? Non, ça a été réduit. Tous les magasins ? Ouais, c'est tous les magasins. Ouais. On parlait un peu de bruit, de buzz. Ouais. Il y a quelque chose qui a changé aussi dans la relation avec le gaspillage alimentaire, c'est les réseaux sociaux. Oui. Dès qu'il y a un magasin remplit ses poubelles, on voit des fois des employés un peu en anonyme ou des clients, tant est qu'ils aient accès aux poubelles, qui vont partager des photos, partager des vidéos. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Ça, comme la réseaux sociaux, ça a du positif et du négatif. C'est-à-dire que ça
doit pousser tout le monde dans le bon sens et à la fois, certaines fois, c'est pas forcément justifié et on peut tous faire une photo et dire il y a un scandale ici. Ouais, des fois, il y a un contexte aussi. Ouais, c'est ça. Il faut toujours essayer de poser le contexte, mais c'est comme avec les réseaux sociaux. Mais en tout cas, toujours pareil, tout ce qui va dans le sens de lutter encore plus contre le gaspillage alimentaire ou non alimentaire, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt donc c'est bien. Pour clore ce premier chapitre sur l'évolution de l'anti-gaspi en grande distribution, c'est quoi ton ressenti, toi qui a vraiment les mains dans le cambouis, comme on pourrait dire? Mon ressenti, c'est que c'est une thématique qui, il y a encore 10 ans, pouvait ne pas être traitée. Ouais. Aujourd'hui, on ne peut pas ne plus la traiter, et pour différentes raisons. Un, côté acteur de la grande distribution et côté collaborateur de la grande distribution. C'est important que les marques, que les enseignes, que les patrons de magasins s'engagent contre le gaspillage alimentaire. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, il est côté consommateur, c'est-à-dire que le consommateur attend de sa grande surface qu'elle soit irréprochable sur cette thématique-là. Et donc, c'est certain, ça, quand tu dis qu'ils attendent une responsabilité? Alors, en tout cas, c'est ce qu'ils répondent quand on les interroge. Bien sûr, ils vont regarder le prix, bien sûr. Mais un ou plusieurs scandales sur du gaspillage alimentaire seraient vraiment très, très néfastes pour une enseigne de grande distribution, quoi. Ouais. Donc, tout le monde a intérêt à jouer le jeu, et on le verra, et ça a des conséquences, que ce soit sociales, environnementales, économiques aussi, quoi. Donc, il y a vraiment pas de... Enfin, il faut y aller, quoi. Est-ce qu'il ne manque pas une ligne juridique de contrôle pour dire, ça y est, la grande distribution va vers le zéro déchet, même si on sait que le zéro déchet, c'est quasi impossible à atteindre. Mais est-ce qu'il ne manque pas une ligne juridique de contrôle? En fait, nous, chez Phoenix, on est plutôt partisans d'encourager les bons élèves, plutôt que de punir les mauvais. Bien sûr. Parce que pour punir les mauvais, il faut contrôler. Il y a peu de contrôle, il y a peu de personnes sur le terrain qui sont là à contrôler. Ouais. Mais par contre, on croit beaucoup à l'émulation collective et au fait de dire on va essayer de rattraper les bons élèves en termes de gaspillage, quoi. Ouais. Donc on est plutôt sur cet aspect-là. On en vient au deuxième chapitre sur les différentes actions à mettre en place en point de vente. Alors j'en ai listé 6. Donc la commande, le contrôle des dates, les ventes en date courte, le don aux associations, les paniers anti-gaspi, l'alimentation animale. Je ne sais pas si tu en vois un 7e. On pourra en voir 7e, peut-être qu'on en parlera avec le coaching, peut-être la gestion des équipes. On commence par la commande. Ouais. Concrètement, comment vous, Phoenix, vous accompagnez les points de vente et en quoi ça réduit justement les invendus? Alors la commande, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est-à-dire que la commande, en gros, si on schématise, la grande distribution, le magasin, il a intérêt à vendre le maximum et à jeter le minimum. Et ce qui est au milieu de tout ça, c'est la commande. Ouais. Donc il faut commander juste, en tenant compte des aléas, qui sont des aléas météo, les aléas des vacances. Il y a les promos aussi, qui vont venir un peu modifier tout ça. Et donc, c'est assez compliqué. De plus en plus, il y a des systèmes de commande automatiques. Et nous, notre rôle, il est un peu de mettre le drapeau rouge sur certaines références qui ne fonctionnent pas du tout, en fait, qui reviennent systématiquement en vente date courte, en don ou à la poubelle. Pour que le magasin, il travaille en amont sur sa commande. Ils se disent, ah ouais, celui-là, ça fait 5 fois que je le retrouve dans ma poubelle, où j'ai des références systématiquement. Ouais. Il faut que je travaille soit mon cadencier de commande pour qu'il revienne un peu moins fréquemment. Il faut que je travaille la taille du lot que je commande pour en commander un colis de moins. Enfin voilà. Donc c'est là où on va aider. En fait, on part de ce qu'on voit à la fin et on dit attention là, il faut que tu travailles au début. C'est ça notre rôle sur la partie. Vous êtes connecté aux sorties caisses et on n'est pas au logiciel de Réapro. Par contre, les magasins qui travaillent avec nous transmettent mensuellement tout ce qui est parti en casse. Ah, ils vous transmettent les infos. C'est pas connecté directement avec le système de commande du point de vente. On n'est pas directement, mais par contre, ils nous transmettent les infos, nous on les analyse et on leur prépare des recommandations. Donc vous les alertez en fait sur des produits qui va dire sensibles. Bien, exactement. Il y a une question, on en parlait un peu en off, justement, quand on parle de commande, on parle d'assortiment. Ouais. Quand j'étais chef de rayon, déjà, il y a 8-9 ans, un petit moment, je disais déjà à mon boss, le fait de supprimer ne serait-ce que 5% de l'assortiment sur des produits qui parfois ne sont pas nécessaires, ça a un impact sur l'anti-gaspi, mais même des impacts sur la gestion du temps. Ça veut dire plus de produits en fond de rayon et moins de produits
en réserve, par exemple. Est-ce que c'est un sujet, est-ce que vous êtes sensible sur cette notion d'assortiment, justement? Est-ce que vous faites des recommandations, même si ce n'est pas votre métier, sur le sujet? Alors, on va pas jusque-là, mais en fait, toujours pareil, on va le constater à la fin. C'est-à-dire que Ouais. dans la répartition de l'assortiment, s'il y a des produits qui ne fonctionnent pas, eh ben, ils vont se retrouver à la fin systématiquement, quoi. Et donc, finalement, on va leur dire peut-être que celui-là, il faut faire attention. Et après, c'est au chef de rayon, en fonction aussi de sa politique et de sa stratégie commerciale, de dire celui-là, je l'arrête parce que, en fait, je le commande, mais je ne le vends pas. Ouais. Ou alors celui-là, je le maintiens parce que j'en ai besoin pour une certaine clientèle. Donc, on ne rentre logique. pas dans la partie stratégie commerciale. Par contre, on donne les éléments pour l'établir, quoi. Et parce que leur système de RAPRO, Ouais. ça fait longtemps que j'ai pas mis les mains dedans, mais leur système de RAPRO ne le fait pas, forcément. Si, le système de réappro, de plus en plus, alors si on le laisse tourner, va faire des commandes auto. Encore faut-il que les stocks soient justes au moment du réappro et que on prenne en compte aussi tout ce qui est aléa, que le système de réappro, qui est encore assez basique, ne peut pas prévoir, quoi. Ouais. Le deuxième point important, c'est le contrôle des dates. Ouais. Moi, j'ai connu le contrôle des dates manuellement, on écrivait sur un petit cahier chaque produit, ce qui me paraissait assez fou à l'époque. Vous intervenez aussi là-dessus. Ouais. Bah, le contrôle des dates, toujours dans cette logique-là, commande, contrôle des dates. Pourquoi? Parce qu'un produit dont la date est dépassée, c'est un produit qui va forcément partir à la poubelle. Donc c'est un produit qui est perdu. Donc il faut le détecter avant que la date ne soit dépassée. 3-4 jours avant, sur des produits frais par exemple? Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, plus ça avance, plus les chartes fraîcheurs sont tirées. Ouais, donc il y a des fois, on a du J-1 ou voire du J. Donc, ah oui. Ouais. Ça tire vraiment pour vendre le plus possible. Ouais. Et ce contrôle des dates, alors toi tu as connu le manuel, moi j'ai connu donc le cahier, j'ai connu le manuel, j'ai connu les gommettes. Les gommettes, Aujourd'hui, de plus en plus, les enseignes s'équipent en solutions. Nous, on propose une solution très simple, mais très connectée au rayon pour que la personne qui fasse ses dates ait ses alertes et ne passe pas à côté de produits. Parce que c'est le pire pour nous, un produit à côté duquel on passe, c'est un produit qui finira à la poubelle. Donc on n'a vraiment pas envie de ça. Et donc on a, à force de voir les personnes faire leurs dates, contrôler leurs dates, on a développé un outil très très simple qui permet justement d'être au contact et d'éviter ces produits, cette casse. C'est vrai qu'ils enregistrent lors de la mise en rayon chaque produit? Non. Pas du tout? Non. L'idée, c'est plutôt de se dire, j'enregistre la référence qui a la date la plus courte pour chaque référence, donc pas à chaque mise en rayon. Et systématiquement, quand je vais avoir une alerte, je vais traiter mon alerte et je vais réenregistrer une nouvelle date la plus courte. Ce qui fait que constamment, j'ai la date la plus courte pour chaque référence et à la fois, je ne suis pas obligé de biper chaque produit qui rentre pour à chaque fois mettre la date. Une question qui me vient comme ça, le fameux code barre va s'arrêter, remplacé par le QR code. Est-ce que dans ce QR code, il n'y aura pas des informations justement Si. C'est pas à très court terme, c'est plutôt à moyen terme, à horizon 5-7 ans, mais l'idée c'est qu'un jour, les informations de date soient contenues dans ce QR code. Techniquement, c'est pas si compliqué que ça finalement. Techniquement, c'est pas infaisable, c'est juste une histoire de coût en fait, quoi. Mais techniquement, c'est pas infaisable. Et oui, l'idée c'est que la solution soit là demain et qu'en fait, ça se fasse même de manière automatique, quoi. Mais on n'y est pas encore. C'est ça en fait. C'est que souvent on se dit la technologie va sauver sur le contrôle de date. Qui peut bloquer? C'est l'informatique en interne des enseignes? C'est l'industriel? Non, mais il faut déjà que tout le monde se mette d'accord sur les standards. Il faut que les industriels et ceux qui livrent en direct aussi mettent. Parce que s'il y a une partie du rayon qui est avec le QR code, puis l'autre partie qui est sans QR code et que tout est mélangé, finalement ça ne facilite pas forcément la vie. Il y a une transition à aborder. Donc on va y arriver à cette date tout en automatique, mais on n'y est pas encore. Troisième point, et c'est la conséquence du contrôle des dates, c'est la valorisation des dates courtes. Moi j'ai connu le stickage, ça se fait encore, moins 10, moins 20, moins 30. Ça, vous le proposez aussi au niveau... Oui, ça on accompagne les enseignes là-dessus. Alors, de plus en plus, les enseignes sont équipées d'étiqueteuses en fait, qui leur permettent de sortir les bonnes étiquettes. La question, elle est pas vraiment là. Il y a une double question. Déjà, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on traite ces produits. C'est un peu technique, mais quand on rentre dans le sujet,
Si on ne dit pas que c'est un produit qui est cassé, et si on le vend tel quel avec le code barre originel, eh ben, finalement, le système de commande auto duquel on a parlé au début, il va dire c'est un produit qui se vend bien, donc je vais en recommander. Alors que finalement, ce qu'on cherche, c'est à faire l'inverse. Donc il faut dire à un moment au système, ça c'est de la casse. Donc ça c'est le premier truc. Et la deuxième chose après, c'est de dire quel est le taux de réduction que je vais mettre. Parce qu'on peut très bien mettre entre moins 10 et alors moins 34%, suivant la réglementation, jusqu'à moins 50 pour certaines dates. Et là, aujourd'hui, encore, on est plutôt à se dire, systématiquement, je mets tout le monde à moins 50 ou je mets tout le monde à moins 30. Mais avec un peu d'intelligence et avec un peu d'analyse, on peut se dire, cette famille-là, je vais la mettre à moins 20, cette famille-là, je vais la mettre à moins 40, elle partira tout pareil. Simplement, je vais réussir à maximiser ma marge et à tirer le plus de valeur possible et à ce que les produits partent. Donc, il y a en général un très bon taux de revente sur ces produits-là. Donc l'idée, c'est pas vraiment s'ils vont partir ou pas. L'idée, c'est de savoir quelle valeur je peux récupérer de ces produits-là. Et c'est là où on accompagne la grande distrie. On parle beaucoup du frais, mais on peut aussi parler du PGC. Oui. C'est des rayons qui sont concernés aussi par l'anti-gaspi. Ouais, c'est des rayons. Sur la vente date courte, un peu moins. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène de cannibalisation. C'est-à-dire que si j'ai mon café en date courte à moins 34%, et à côté de ça, j'ai un café à taux plein, moi, je vais acheter le café à moins 34 parce que je peux le consommer encore 3 mois après la date. Donc, là-dessus, le magasin, il doit avoir aussi une politique commerciale qui soit cohérente et se dire, plus je stick, moins je vends à taux plein. Et donc, il ne faut pas que ça devienne un cercle vicieux où les clients attendent finalement que les produits soient stickés, quoi. Il y a eu un sujet sur le prolongement des dates, justement. Ouais. Je ne sais pas où on en est. J'avoue, je n'ai pas trop suivi le sujet. En tout cas, les consommateurs sont plus sensibles à tout ce qui est DDM, DLUO. Ils font vraiment la différence. Enfin, quoique, pas tous. Mais je sais qu'on est plus sensible. On peut manger maintenant un yaourt sans problème 2-3 jours après, avoir une semaine ou deux. Je pense que ça, c'est de la pédagogie à faire, que tout le monde doit faire, tous les acteurs doivent faire. Mais se dire, il y a certaines DLC et il ne faut pas casser la DLC. C'est-à-dire que s'il y a une date limite de consommation, c'est qu'il y a des tests bactériologiques qui ont été faits et que ça peut présenter un certain risque si on dépasse la date. Une DLUO, c'est une date limite d'utilisation optimale. Donc on peut aller après la date, il n'y a pas de souci. Et après, la grosse question était notamment autour des yaourts. Les yaourts qui partaient à La Réunion et les yaourts qui étaient consommés en France, qui avaient la même date. Et on pouvait se dire, mais comment ça se fait, quoi. Donc ça, c'est plutôt côté industriel, en fait, de faire bouger la ligne, en sachant que plus la date est courte, plus l'industriel, plus il peut vendre de yaourts. Bien sûr, c'est clair. Il n'y a pas vraiment un intérêt fort pour bouger les dates de son côté, quoi. Tu sens des tensions en relation industrielle distributeurs sur ce sujet? C'est très peu palpable. Hein. Ouais, on n'est pas au milieu du jeu, nous non plus. Bien sûr. Donc j'ai envie de dire plutôt heureusement, parce qu'aujourd'hui, avec notamment les négos sur l'inflation, il y a d'autres sujets. C'est assez tendu, mais voilà, c'est là en ce moment le cœur du sujet entre industriel et grande distrie, c'est quand même l'inflation plutôt que les histoires de dates. Histoires de dates, bien sûr. Quatrième point, c'est le don aux associations. C'était un peu votre cœur de métier il y a quelques années. Ça l'est toujours. C'est vraiment un pilier parce que, en fait, toutes les démarches qu'on aborde, il faut qu'elles trouvent leur équilibre. Et moi, j'ai le souvenir qu'en 2016 et encore aujourd'hui, on avait des grandes surfaces qui faisaient que de la vente. On avait des grandes surfaces qui faisaient que du don. Et en fait, ni l'un ni l'autre n'est la bonne manière de fonctionner. Et nous, aujourd'hui, on a réussi avec nos clients, à trouver la bonne manière de fonctionner entre la vente, le don, les paniers anti-gaspi, qui sont le troisième vecteur de valorisation. Et vraiment, aujourd'hui, se passer du don, c'est compliqué parce que ça permet de récupérer des gros volumes, parce que c'est des associations qui en ont besoin aussi, associations d'aide alimentaire, et parce que aussi, il ne faut pas l'enlever, il y a un levier fiscal qui est hyper intéressant pour la grande distrie. Il y a un cadre juridique qui est favorable et il faut en profiter et la France bénéficie de ça et c'est une exception française qui est très intéressante. On parlait de tensions avec les industriels et les distributeurs. Je pense que tu vois où je veux en venir aussi. Les tensions parfois entre distributeurs et associations. Pour connaître quelques responsables qualité, ils nous disent des fois les assos ne prennent pas de la viande, valent des produits spécifiques. C'est quoi ton regard là-dessus? En fait, on a d'un côté un monde professionnel qui se dit moi je vous mets à disposition les produits, prenez-les. Et à côté de ça, on a des associations d'alimentaires qui sont des bénévoles, qui ne connaissent pas tous les réglementations, qui ne connaissent pas tous ce qu'ils ont le droit de prendre, pas le droit de prendre,
Et nous, on est au milieu de ça. Ouais. Et là, vraiment, notre rôle, c'est de dire à l'association, si, ça c'est OK, tu peux le prendre. Et puis, si tu es en contact avec le magasin, c'est pour que tu récupères ces produits qui ne partent pas à la poubelle. Et à contrario, à certains moments, on doit dire à certains magasins, là, il faut augmenter un peu la qualité de tri parce que là, c'est plus comestible en fait, quoi. C'est plus bon pour les assos. Donc, on joue ce rôle de tampon et je pense que c'est un rôle essentiel parce que c'est deux mondes qui ont un peu de mal à se parler et qui peuvent vite couper le dialogue. Et ce qui fait qu'en fait, grosso modo, ce qui se passait avant, c'est que le magasin il disait moi, j'arrête de bosser avec l'association et je préfère mettre mes produits à la poubelle. Et c'est quand même dommage de dire qu'on a des produits qui partent à la poubelle. Donc nous, on a un intermédiaire en fait entre ces deux mondes. Autre levier intéressant, c'est les paniers anti-gaspi, qui étaient pas mal popularisés par, alors on peut le citer, peut-être Too Good To Go, mais votre application a aussi pas mal émergé. Ouais. Gros sujet, le panier anti-gaspi, c'est plus qu'un sujet d'anti-gaspillage, d'ailleurs c'est un sujet presque de pouvoir d'achat. Ouais. Les gens se ruent, outil de pouvoir d'achat, levier de pouvoir d'achat, et presque un outil de drive to store aussi. Ouais. Ça permet également aux magasins d'assurer leur présence en ligne. Ouais. Tu as une proportion justement de ce que ça représente? Alors, aujourd'hui, nous, le bon mix, c'est de se dire, il faut faire, si on prend 100 qui est les invendus du magasin, 50 doivent repartir en date courte, 30 par le don, et entre 5 et 10 en panier anti-gaspi. Okay. Le gros avantage du panier anti-gaspi, c'est qu'on va pouvoir y mettre les produits qui sont interdits au don, il y en a certains, et certains produits qui vont être en date très courte. On pourrait les citer peut-être les produits interdits au don. Ouais. Alors les produits qui sont interdits au don, il y a tout ce qui va être viande hachée, steak haché, c'est interdit au don. Les crustacés, c'est interdit au don. Les abats, c'est interdit au don. Ouais. Enfin voilà, ces produits-là, qui sont des produits sensibles d'un point de vue hygiène, ne peuvent pas être donnés, quoi. Tous les produits qui sont issus des rayons trad, aujourd'hui, qui ne sont pas forcément donnés, qui représentent de plus en plus chez certains magasins, ils peuvent passer par ces paniers anti-gaspi. Donc c'est vraiment, nous on appelle ça le dernier filet de sécurité en fait, avant la poubelle. Ouais. Et ça nous a vraiment permis, c'est vraiment une super solution, ça nous a vraiment permis de se dire à certains magasins, vous n'avez plus de produits comestibles dans vos poubelles, zéro, parce que vous optimisez super bien les différents leviers, quoi. Tu as un chiffre sur le téléchargement d'application depuis 2-3 ans? Ouais. À notre niveau, chez Phoenix, on a près de 4 millions d'utilisateurs, enfin 4 millions de téléchargements en tout cas, et quasiment 100% de taux de revente. Ça veut dire qu'un panier qui est mis, il est vendu en grande distribution. Et ça, c'est exceptionnel. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, quoi. C'est un levier de pouvoir d'achat. Et on y retrouve des bons produits, quoi. Faut aimer la surprise parce que la majeure partie des paniers sont des paniers surprises, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on va acheter, mais on sait qu'on va réaliser une bonne opération financière. Et donc, quand on y retrouve de la viande à moins 50%, c'est intéressant, quoi. Tu as des chiffres ou une anecdote un peu insolite sur les paniers anti-gaspi? Enfin, moi, j'en vois quelques-uns de mon côté. Je vois des gens qui sont prêts à faire 10-20 km pour un panier anti-gaspi, par exemple. Il y a vraiment... Il y a vraiment une appétence forte, donc il y a des fois, nous, on est obligé de mettre aussi certains limites, parce que sinon, il y a des gens qui en achèteraient beaucoup et beaucoup trop, quoi. Clair, donc il faut partager, il faut laisser aux autres. Mais non, il y a une forte appétence, et puis souvent, la grande distri joue bien le jeu, c'est-à-dire que c'est une valeur nominale de 10 €. Et peut-être qu'ils vont mettre 10,50 €, 11 €, donc pour vendu 5, c'est hyper intéressant, quoi. Avant d'aborder le dernier point sur l'alimentation animale, j'ai l'impression qu'on est un peu sur une chaîne alimentaire. Il suffirait que le premier levier soit parfaitement optimisé pour que le reste s'écroule. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, c'est pas vraiment une chaîne alimentaire, c'est une chaîne complémentaire. C'est-à-dire que on peut pas tout faire avec un, comme je disais tout à l'heure. Il y aura toujours, effectivement. C'est ça. Si on se dit que la commande est 100% optimisée, c'est-à-dire qu'il y a de la rupture d'un côté. Et ça, c'est ce que ne veut pas la grande distribution. Donc, en fait, il est obligé d'être en plus... Même dans un monde idéal, on se dit qu'il n'y a pas de rupture. Je pense que... derrière, on est sur de l'humain, on est sur de l'achat. Donc, c'est compliqué. Il y a forcément des problématiques de date. Donc, on va tendre, et tous les outils vont tendre à diminuer le gaspillage alimentaire. Et c'est plutôt une bonne chose. Passer de 33% de la production mondiale, ne serait-ce qu'à 10, ce serait une super bonne nouvelle, quoi.
Et donc ce dernier point sur l'alimentation animale, c'est comme tu disais, une fois que ça a passé le dernier filet, ça finit aux fermes, aux zoos. C'est plutôt une bonne chose aussi. En fait, l'idée, il y a deux possibilités. Il y a soit ça part en méthanisation, donc méthanisation c'est une grosse cuve dans laquelle ça va faire du gaz, ou alors, si on remonte d'un cran avant, c'est de se dire, si ça ne peut pas être mangé par les humains, autant que ça soit mangé par les animaux, quoi. Et ça aussi fera des économies pour les personnes qui élèvent les animaux. Donc ça peut être des zoos, ça peut être des élevages animaliers, ça peut être des fermes pédagogiques aussi. C'est des belles histoires de réussir à mettre en place des boucles. Et c'est toujours du très local parce que la personne ne va pas faire 150 km. Ce que peuvent faire les déchets, par contre, un déchet peut faire 150 km. Par contre, une personne ne va pas faire 150 km pour aller chercher les produits, quoi. Donc, c'est ça aussi le grand intérêt de cette démarche-là, qui est la démarche finale, de se dire, ce qui n'a pas pu être récupéré, je le donne à des animaux qui vont pouvoir profiter de ces produits-là, quoi. Là, on a listé 6 moyens de lutter contre l'anti-gaspi. On pourrait en citer un 7e qui englobe ces différents outils. Levier, c'est le coaching que vous faites. C'est ça. Vous sensibilisez les équipes en magasin. Il y a différentes écoles, il y a les plus jeunes, les moins jeunes. Tous ne sont pas sensibilisés de la même façon. Ça, c'est un gros travail aussi. En fait, c'est le cœur de notre métier. C'est-à-dire, sur le papier, tout marche très bien, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Dans les faits, il y a toujours un peu d'humain, il y a toujours de l'aléa, et puis c'est pas le cœur de métier de la grande distrie, on l'a dit tout à l'heure, c'est de vendre. Et la gestion des invendus, c'est encore il y a quelques années, c'était on le fera quand on aura le temps, quoi. C'est plus le cas maintenant, donc c'est intégré au process, mais c'est pas le cœur du métier. Et donc nous on est là pour dire, là vous êtes sur la bonne voie, là vous êtes sur la mauvaise voie, et là voici vos axes d'amélioration, et puis aussi pour les aider à dire vous ne trouvez pas d'association, on va sur l'aide de vous en trouver, on connaît, on a un réseau, enfin voilà, et comme ça vous aurez des associations tous les jours, parce que pour qu'une démarche rentre dans une routine, il faut que ça soit quotidien. Et c'était ça aussi qui ne marchait pas totalement quand on n'était pas là, c'est que on peut avoir une association qui passe le lundi, le mercredi, puis le vendredi. Je fais quoi le mardi et le jeudi de mes produits en fait, quoi. Voilà. Et donc nous, tout notre rôle aussi, c'est de se dire tous les jours, c'est la même chose qu'on doit faire avec les invendus, et tous les jours, on doit essayer de les valoriser au maximum. On en vient à notre 3e chapitre sur les différents aspects économiques, écologiques, financiers, sociaux d'une politique anti-gaspi en point de vente. On va juste rebondir sur la dernière question du chapitre 2, sur l'aspect plus managérial, la sensibilisation des équipes. Question peut-être plus de contexte, est-ce que le turnover aujourd'hui, la difficulté de recruter des équipes en magasin, comment vous positionnez aujourd'hui par rapport à ces difficultés ? En fait, il y a du turnover en GMS qu'on constate régulièrement pour être au contact de nos clients qui ont du mal à recruter, ou alors qu'on a des personnes qui vont faire peu de temps sur le poste. Et quand vous faites peu de temps sur le poste, finalement, la démarche, le process, il est moins stable. Et ça peut très bien rebasculer vers le tout poubelle si on n'est pas là pour accompagner. Et donc, la force de se reposer sur une entreprise comme nous, c'est que nous, on a les process, on est toujours à côté des magasins pour les accompagner. Et puis aussi, pour tirer la sonnette d'alarme, si à un moment on se rend compte que il y a une personne qui n'a pas été formée, qui n'a pas été sensibilisée, qui ne connaît pas le process, du coup, qui fait que ça ne fonctionne pas en fait, quoi. Parce qu'il suffit de 2-3 petits rouages qui fonctionnent mal pour que la démarche périclite et s'arrête, quoi. Là, on est sur un aspect managérial, social. On sent que les équipes, les patrons de magasins, les directeurs de magasins ont besoin aussi de montrer qu'ils vont vers une démarche RSE pour fidéliser les équipes. Il y a un double aspect. Alors, il y a l'aspect, aujourd'hui, je vais faire une généralité, mais on veut collectivement travailler dans des entreprises qui s'engagent et qui vont dans le bon sens sur la partie environnement, climat, quoi. Et donc, il faut c'est bien de le dire, mais il faut mettre du concret, il faut mettre des actions. Et c'est très concret à la grande distrie. C'est-à-dire que quand vous voyez quelque chose que vous mettez à la poubelle, ça ne plaît pas, quoi. Et ça ne plaît à personne. Nous, on le constate quand on va dans les magasins. Mais le collaborateur qui fait ça tous les jours, ça ne lui plaît pas non plus, en fait, quoi. Il le fait parce qu'il est obligé de le faire. Et donc, si on lui propose derrière des solutions qui vont lui permettre, au lieu de le mettre à la poubelle, de le mettre sur un chariot de don ou de le mettre dans un panier, il va être 2 fois plus content et plus engagé aussi, quoi. Je l'ai connu, ça déchirait le cœur. Moi, j'étais étudiant alternant, je touchais peut-être 800 €, 900 € en alternance. Et je trouvais ça très dur de voir des produits qu'on jetait à la poubelle à l'époque. J'espère que ça a changé, je vois que ça a changé, mais effectivement, il faut sensibiliser ces jeunes, jeunes et moins jeunes d'ailleurs,
à la démarche anti-gaspi. Aspect social, on l'a dit. Aspect économique, peut-être aussi, qui va intéresser les dirigeants de magasins. Aspect économique, il est super important et c'est presque le premier levier, parce qu'il faut considérer que la casse, c'est un gros pourcent du chiffre d'affaires d'un magasin. 2-3% à peu près. Ouais, les meilleurs à 1% et les moins bons peuvent monter à 3, 4, voire 5. Mais si on prend une taille standard de magasin à 30 millions d'euros, ça fait 300 000 euros de casse à l'année. Alors, personne ne fait rien, donc ça veut dire qu'ils valorisent à 40-50%. Si on amène des optimisations ou des gains substantiels, ça représente rapidement, facilement, des gros chiffres jusqu'à une centaine de milliers d'euros à l'année. Et personne ne s'assoit sur une centaine de milliers d'euros à l'année, surtout aujourd'hui, où les prix de l'énergie, où l'inflation font que les distributeurs rognent un peu sur leur marge, donc toutes les économies sont bienvenues, quoi. Et on l'a bien constaté, nous, sur les 6 premiers mois de l'année, qui ont été des mois qui ont été compliqués sur la partie facture. Ouais. On aurait très bien pu se dire, Phoenix, c'est un prestataire, il va sortir du jeu parce que ils sortent les prestataires. Et en fait, non, c'est pas la réflexion qu'ont les patrons de magasins. Les patrons de magasins, ils se disent, Phoenix, on en a besoin pour gagner de l'argent, pour économiser de l'argent, donc on le garde avec nous, on le garde. Ils ont eu cette pensée-là. Ouais. Et tout augmente. Et le prix des biodéchets, donc le biodéchet, c'est la méthanisation. C'est là où va le produit si on a trouvé aucun levier. On pris 40 ou 50% en 3-4 ans. Et c'est pas prévu de s'arrêter. Et donc, il y a vraiment une nécessité d'avoir en tête que la casse, la gestion de la casse, la manière dont je valorise ma casse est primordiale si je veux maximiser mon résultat net, quoi. Est-ce que tu as des chiffres à nous donner justement sur des magasins que vous avez accompagnés qui ont vu justement leur part de casse réduire significativement? Est-ce que c'est quoi? C'est 10%, 50%? Alors c'est la valorisation de la casse. C'est-à-dire que sur 100 euros de casse, avant ils valorisaient 10, 20 et on les a emmenés jusqu'à 80, 90, quoi. Donc, x7, x8, facile. Donc on a permis à certains magasins de faire vraiment des économies substantielles, quoi. Que ce soit en termes de réduction d'impôts, en termes de frais de gestion des déchets, et donc en termes de vente date courte aussi, parce que donc tous ces aspects-là font que c'est une démarche qui a vraiment du sens économiquement, d'abord. Je vois aussi un aspect écologique, environnemental sur l'émission du CO2. C'est un sujet qui est assez complexe quand on ne le connaît pas. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur ce sujet-là, cet aspect-là? C'est moins palpable d'un point de vue macro, mais quand on le rapporte d'un point de vue micro, c'est très concret. Vous leur dites combien de CO2 ça génère? On arrive à mesurer par rapport au poids des déchets qu'on leur fait économiser, combien de tonnes de CO2, et maintenant même, c'est un indicateur qu'on suit, combien de litres d'eau ça leur permet d'économiser. Parce que l'eau est dans le cœur du sujet du moment et ça va le rester pendant des années. Comment vous arrivez à mesurer justement l'économie d'eau? Après, on a des équivalents en fait que nous donnent des cabinets de conseil entre une tonne de produit, combien il a fallu d'eau pour générer cette tonne de produit-là en fait, quoi. Ah oui, dans ce sens-là. Donc finalement, comment est-ce qu'on fait ça? On leur dit chaque tonne de produit qui n'est pas mise à la poubelle, c'est une tonne de produit sauvé. Et puis une tonne de produits sauvés, ça représente tant d'équivalent CO2, quoi. Ça, c'est un peu la réflexion théorique, mais la réflexion très pratique, c'est de dire une banane qui a traversé l'océan pour aller en mûrisserie de banane et ensuite être dispatchée dans la grande surface. Si derrière, elle finit à la poubelle, on peut tous imaginer toutes les émissions de CO2 qu'il a fallu pour cette banane pour au final finir dans une poubelle, quoi. Alors détrompe-toi, on a quelques sujets là-dessus justement sur le transport des produits. Et parfois, un produit importé de Madagascar, par exemple, comme les haricots verts, sont plus vertueux que des haricots produits en France. Voilà. Le bateau est plus vertueux, apparemment, que... c'est surprenant. C'est assez contre-intuitif. Non, mais c'est des sujets intéressants. Et justement, il y a pas mal de boîtes qui travaillent sur ces sujets, sur l'émission, la consommation d'eau sur les différents produits. Parce que je pense que l'eau, effectivement, était le gros sujet pour la grande distribution à la rentrée, voire un peu plus tard. Hyper intéressant. Et moi, je voulais revenir aussi, je ne sais pas si tu peux nous parler un peu de ce sujet-là, sur le bilan carbone, qui va bientôt être obligatoire pour la grande distribution. Je crois que c'est 2025. Est-ce que vous les accompagnez là-dessus? Alors, pareil, en fait, indirectement, on va s'inscrire dans les produits sauvés. C'est du bilan carbone en moins, quelque part, quoi. Et donc, c'est là-dessus qu'on va les aider, quoi. Et c'est surtout là qu'ils peuvent intervenir. Parce que les panneaux solaires, l'anti-gaspi, finalement, c'est une goutte d'eau, sans mauvais jeu de mots, sur l'empreinte carbone de la grande distribution.
Et je vois un dernier aspect, c'est l'aspect local. Ouais. Important. L'aspect local est aussi l'aspect qui repose aussi sur l'aspect social, c'est-à-dire qu'un magasin qui s'inscrit dans une démarche anti-gaspi, on va le faire donner à des assos du coin. Et un magasin, il a tout intérêt à être inscrit dans son réseau. Ils le font historiquement, ils n'ont pas du tout attendu. Ils sponsorisent les clubs de foot. Voilà, ils sont très présents sur la partie sponsoring. Et ben, le fait de s'inscrire encore plus dans ce réseau local fait qu'on sait que tel Leclerc ou tel Super U, il est généreux sur ses invendus et il donne ce qu'il ne peut pas vendre, quoi. On en vient à notre 4e chapitre sur le label anti-gaspillage, auquel vous avez contribué. Je crois que vous l'avez rédigé avec des partenaires, avec l'ADEME notamment. Concrètement, définition, qu'est-ce que c'est le label anti-gaspi ? Le label anti-gaspi, c'est un label gouvernemental, et ça c'est important, c'est-à-dire que c'est une reconnaissance d'État qui dit que le magasin est engagé dans une démarche anti-gaspillage. Alors il y a 3 niveaux d'engagement. Il y a la maîtrise, donc première étoile maîtrise, deuxième étoile engagement et troisième étoile exemplarité. C'est pas l'inverse ? Engagement, maîtrise, exemplarité. Et on peut mettre exemplaire avec une mention. Donc ça c'est quelqu'un qui va vraiment, c'est la mention très bien du bac, quoi. Okay. Donc ça c'est la première chose, et ça vient récompenser finalement toutes les actions qu'on a décrites auparavant, c'est-à-dire la gestion des commandes, la gestion des ventes et la gestion des invendus. Comment est-ce que c'est organisé dans le magasin? Est-ce que le magasin a mis tous les process, toutes les procédures pour s'assurer d'être le plus vertueux possible? Il sert à ça, ce label, et donc il est audité et certifié par des organismes de certification externes. Indépendant, voilà. Donc ceux qu'on connaît, la FNOR, Veritas, SGS. Et donc il va dire, pour une durée de 3 ans, votre magasin est engagé dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. L'enjeu, il est politique, c'est de forcer un peu tout le monde à se lancer. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose depuis la mise à jour de ce label ? L'enjeu, il est politique d'un point de vue macro, c'est-à-dire que ça permet en fait de dire moi, enseigne, je suis vertueux parce que mes magasins vont dans le bon sens. Mais encore faut-il que tous les magasins soient vertueux. Encore faut-il que tous les magasins... Ouais, c'est difficile, mais on sent certains enseignes indépendantes, donc qui ont une vraie traction, une vraie volonté d'emmener tous leurs franchisés vers ce label-là, quoi. Avec presque une obligation entre pairs de se dire on y va tous ensemble et on se doit d'être bon sur l'environnement et on va aller chercher le label. Non, parce que tout seul ça marche pas. Carrefour était le premier à l'annoncer, Leclerc a suivi. Si Carrefour dit qu'il y a un magasin labellisé, 1 sur 700 magasins en France, c'est pas suffisant. Voilà. Donc l'idée c'est d'amener tout le monde, quoi. Alors ça concerne la GMS, mais pas que, les grossistes et aussi les métiers de bouche. Ça c'est nouveau parce qu'ils n'étaient pas trop concernés, je crois, par les politiques anti-gaspi jusqu'à présent. Alors avec AGEC un petit peu plus. Un petit peu plus, voilà. Et puis 2024-2025, on va encore élargir le périmètre. 2025, ça va jusqu'à l'industrie agroalimentaire, quoi. C'est quoi la tendance actuellement ? On a 2 magasins aujourd'hui en France, je crois, officiellement. On va vers quoi ? Vers 50 magasins d'ici la fin de l'année ? Ouais, plus que ça. Plus que ça ? Plus que ça, parce que nous, déjà, côté Phoenix, on approche de la cinquantaine et sur 3 mois. Donc, parce qu'il n'existe que depuis mars. Oui, c'est vrai que c'est récent. Donc, on sent une vraie dynamique, une vraie émulation des enseignes à y aller. Et plus il y aura de monde qui iront, plus ça entraînera de monde, quoi. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas être le petit dernier qui ne veut pas aller chercher le label. Donc il y a une vraie bonne dynamique et c'est pareil, c'est encore un coup de projecteur qui a fait du bien. Il fallait que les enseignes s'en emparent et les enseignes s'en emparent. Donc on va dans le bon sens et ça vient, en fait, le label c'est la cerise sur le gâteau, c'est tout ce qu'on a expliqué auparavant où on vient de dire bravo en fait, quoi. Vous jouez le jeu jusqu'au bout et donc vous vous assurez d'avoir le minimum possible d'invendus. Et le mieux valorisé possible. Je parlais d'enjeux un peu politiques, effectivement, au niveau macro. Est-ce que tu penses qu'il y a un enjeu au niveau des consommateurs ? Est-ce qu'il y a une question d'image aussi ? Clairement. J'ai pas vu de magasin encore affiché. Non, parce que c'est encore très récent. En grand,
quand on interroge les consommateurs, et nous on a fait des enquêtes d'opinion chez Phoenix, est-ce que vous iriez plutôt faire vos courses vers un magasin engagé que vers un magasin qui n'est pas engagé? Et ils vont dire oui, Il y a forcément, mais dans les faits, est-ce qu'ils le font vraiment? 90% des consommateurs qui y vont. Donc il y a un aspect communication qu'il ne faut pas enlever. Mais il y a un aspect externe et un aspect interne pour un magasin. Et l'aspect interne sur lequel on discutait tout à l'heure, c'est un projet d'entreprise RSE pour dire aussi à l'ensemble des collaborateurs, on est engagé, on va dans le bon sens et on fait le maximum pour lutter contre le gaspillage, quoi. Pour les dirigeants qui nous écoutent, ou même les responsables RSE qualité qui nous écoutent, est-ce qu'on peut donner les critères justement pour l'obtention de ce label? Est-ce que c'est dur de l'obtenir? Quel est le niveau d'exigence nécessaire? Alors, il y a deux choses assez impondérables, c'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment une démarche de don bien ancrée au sein du magasin. Ça, c'est le critère important. Oui, critère important. Et en fonction de la taille du magasin, un certain taux de casse sur lequel on parlait tout à l'heure des niveaux de casse. Quelqu'un qui est un gros casseur, c'est-à-dire qui gère mal ses commandes, il ne pourra pas obtenir ce label. On parle en taux de casse, en pourcentage. Ouais. Alors, ce n'est pas des critères éliminatoire, c'est-à-dire que on ne va pas dire que tu n'as pas le label, mais tu seras sur le premier niveau du label. Okay. Et quand on parle de taux de casse, peu importe la taille du magasin? Non, c'est en fonction de la taille du magasin, vous avez certains critères de casse. Et après, ça se joue sur 17 critères, donc je vais peut-être ça marche. Si je suis responsable qualité, par exemple, quels sont les conseils que tu donnerais justement pour l'obtenir? Alors, est-ce qu'il faut passer par une plateforme tierce comme vous? Alors, les conseils pour l'obtenir, je dirais, c'est d'abord d'avoir en place les 4 ou 5 leviers de valorisation des produits qu'on a cités, donc la vente date courte, les paniers, le don aux associations, l'alimentation animale. Tout ça, en fait, il faut que ça soit bien ancré dans le magasin et qu'il y ait les process qui soient irréprochables là-dessus. Et après, qu'est-ce que ça va apporter, le fait de bosser avec nous? C'est que nous, comme je disais tout à l'heure, on accompagne 50 mags, demain 100, 150. Donc on sait très concrètement les aspects sur lesquels il faut bosser, comment il faut bosser sur les sujets, et puis on va vite, et puis on travaille aussi sur une partie, encore une fois, qui n'est pas le cœur de métier du magasin, quoi. C'est-à-dire qu'on les décharge et on les permet de se concentrer sur la partie principale qui est vendre. Il y a un sujet intéressant qui émerge en ce moment, c'est la consigne. Oui. Je ne sais pas si tu peux en parler rapidement, mais j'ai l'impression que ce qui se passe avec la consigne en ce moment, c'est ce qu'on a connu avec l'anti-gaspi il y a 7-8 ans. Est-ce que tu connais quelques acteurs intéressants? Est-ce que vous travaillez avec eux? Comment tu vois justement ce marché qui évolue? La consigne, c'est quelque chose de super intéressant. Pour avoir vadrouillé aussi et aller un peu dans l'Est, en fait, c'est quelque chose qui n'avait jamais disparu en Alsace notamment. Donc, ils vont y aller, ils vont tous y aller. Il y a un aspect drive to store aussi sur la consigne pour ceux qui l'auront compris, qui est hyper intéressant pour le magasin parce que la consigne telle qu'elle est pensée aujourd'hui, c'est des bons d'achat pour aller racheter dans le magasin. Donc on fidélise encore plus un peu le conso. Donc tout le monde va y aller. Ça va être un phénomène de masse. Les pionniers y sont, donc demain ça va suivre. La grosse question de demain, c'est est-ce qu'on va avoir assez d'harmonie, mais ça arrive, c'est-à-dire qu'on n'est pas 12 000 types de pots ou de bouteilles différents, et que ça soit simple. Et j'ai plutôt l'impression que c'est simple pour le moment, et si c'est simple, ça va marcher. Ouais, ça a l'air d'être assez simple à mettre en place, mais c'est une question de culture et de prise de conscience, j'ai l'impression. Dernière question, mais tu m'as mis le doute tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà travaillé en magasin et est-ce que tu y travaillerais ou est-ce que tu y retournerais? Alors, j'ai jamais travaillé en magasin. J'ai découvert ce monde-là. Moi, je venais du monde des déchets, donc j'ai remonté d'un cran. Par contre, je trouve que c'est un monde assez fascinant, le commerce en général, et c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, je sais pas si j'y travaillerai demain, mais c'est une terre d'innovation. C'est-à-dire qu'ils sont constamment en train d'innover, de trouver des nouveaux concepts, de suivre le consommateur, d'essayer de comprendre le consommateur, d'essayer de le fidéliser. Et ça, je trouve ça, intellectuellement, c'est hyper stimulant parce qu'il faut toujours être dans l'action. Et on le voit chez certaines chaînes indépendantes qui en ont fait leur ADN, en fait, quoi. De toujours chercher à innover, à créer. Et puis ça ne marche pas sur certains trucs et ça marche sur d'autres. Et puis ils y retournent et tout. Donc c'est ça que je trouve assez fascinant. Et puis, au-delà de ça, c'est que pour avoir beaucoup tourné en magasin, on trouve des
des personnes qui humainement sont super. Mm. Il y a tout le spectre, mais il y a, en général, je trouve plutôt des bonnes ambiances dans les magasins, des ambiances humaines et assez chaleureuses. Contrairement à ce qu'on pense. Ouais. Ouais, contrairement à ce qu'on pense. Ouais. Un mot peut-être pour finir sur Phoenix, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Et puis si demain on veut se lancer dans la labellisation, Ouais. comment faire? Est-ce qu'on vous contacte? Comment le faire? Alors, donc Phoenix, on fête nos 10 bougies l'année prochaine. On est présent partout en France, en Espagne et au Portugal aussi. Ouais. Sur plusieurs thématiques, donc le don aux associations, l'accompagnement sur la vente date courte, les paniers, l'alimentation animale. Mm. Sur plusieurs aussi périmètres, on est sur la grande distribution, on accompagne aussi l'industrie, les petits commerces, les commerces de proximité, un peu de restauration collective aussi. Donc on a et une panoplie de produits et une panoplie de territoires d'action qui est très variée. Ouais. Et demain, si on veut, et j'engage tout le monde à se lancer sur le label, eh ben, il y a un site internet sur lequel vous pouvez nous contacter. Et nous, en fait, on prend vos demandes et on vous recontacte dans la foulée pour planifier les choses, quoi. Merci beaucoup. Ben, merci. C'était hyper Nathan. plaisant, c'était cool, hyper intéressant. J'espère que ça fera plaisir à nos auditeurs aussi et que ça sera riche d'enseignements. C'est un plaisir. En tout cas. Merci à toi, Franck.